Ceci est un minuscule morceau de métal de seulement 3 mm de large, et voici ce qui se passe si vous continuez simplement à zoomer. 1000 fois, 100 000 fois, 50 millions de fois. Chacune de ces tâches est un véritable atome. J'ai vu ça l'autre jour à l'université de Sydney, et cela m'a vraiment époustouflé. Car jusqu'à il y a à peine 30 ans, on pensait qu'il était impossible de voir directement des atomes comme ça. Les salles que vous allez voir ici sont peut-être les plus protégées du campus ou même de toute Sydney, je dirais, et peut-être aussi les plus chères. C'est incroyable. Alors pourquoi est-il si difficile de voir les atomes ? Eh bien, vous ne pouvez pas réellement voir les atomes avec la lumière visible. C'est parce que, bien que la lumière ait des longueurs d'onde entre 380 et 750 nanomètres, un atome est encore plus de 3000 fois plus petit, seulement 0,1 nanomètre. Si la longueur d'onde lumineuse est bien supérieure à l'objet observé, la lumière se diffractera ou se courbera autour, empêchant sa visibilité. Pour voir des atomes, il faut quelque chose avec une longueur d'onde beaucoup plus petite. Le meilleur candidat n'est donc pas la lumière. Ce sont des électrons. En 1924, un physicien français nommé Louis de Broglie a déduit que tout était en quelque sorte ondulatoire. Pas seulement la lumière, mais aussi la matière. Les atomes, les molécules et vous-même avez une longueur d'onde. La longueur d'onde se calcule en divisant la constante de Planck par le moment de l'objet, soit la masse multipliée par la vitesse. Alors ici, ce que vous voyez réellement, c'est la colonne du microscope où nous accélérons les électrons de 300 keV. 300 kV ces électrons. Oui. Ce sont donc des particules relativistes. À quelle vitesse se déplacent-ils ? 99% de la vitesse de la lumière ? Eh bien, autour de 80. 80% de la vitesse de la lumière ? Oui. Alors, quelle serait leur longueur d'onde ? La longueur d'onde est la constante de Planck sur l'élan, non ? Donc si nous calculons cela, nous arrivons à environ entre 2 à 3 picomètres. Wow. Ouais. C'est plus de 100 000 fois plus petit que la lumière visible. Théoriquement, vous obtenez une résolution 100 000 fois supérieure. Peu après la découverte de Broglie, des scientifiques allemands ont commencé à travailler sur un microscope utilisant ces électrons à haute vitesse. Le problème est qu'on ne peut pas courber les électrons avec des lentilles en verre. Alors, comment les focalisez-vous ? Hans Busch, physicien allemand, a suggéré qu'une lentille électromagnétique pourrait fonctionner. Il a publié ses résultats en 1926, mais n'en a jamais réellement construit une. Par chance, une copie de son article est parvenue à Ernst Ruska, un étudiant en doctorat passionné. Ruska a construit son premier prototype en enroulant du fil et en l'entourant de fer, en prenant soin de laisser un espace au milieu. Ensuite, en faisant passer un courant dans la bobine, il a induit un champ magnétique en forme d'anneau à travers le métal et l'espace. C'était sa lentille. Pour le tester, Ruska a d'abord chauffé des électrons d'un filament de tungstène comme ceux dans les ampoules à incandescence. Il a accéléré ces électrons libres à travers une anode positive jusqu'à sa lentille électromagnétique. À l'approche de la lentille, l'électron subit une force due au champ magnétique. Donc, si un électron se déplace dans la direction Y et que les champs magnétiques sont dans la direction d'X, la force de Lorentz le poussera dans la direction Z. Mais alors que l'électron se déplace de cette façon, il rencontre d'autres lignes de champs magnétiques le long de la forme de l'anneau qui dirigent constamment son mouvement en cercle. Ce mouvement circulaire implique que la force de Lorentz pousse l'électron vers l'intérieur, le faisant spiraler vers le centre de la lentille. Maintenant, si vous tracez le chemin de tout le faisceau d'électrons, vous verrez qu'ils sont tous dirigés vers le centre, ce qui focalise le faisceau. En 1931, Ruska et son collègue Max Knoll ont utilisé ce type de conception pour construire le premier microscope électronique fonctionnel. Il était assez basique, fait de laiton grossièrement boulonnés ensemble. Mais ça a fonctionné ? L'image était créée lorsque le faisceau d'électrons focalisés frappait un échantillon au point focal. L'échantillon devait être extrêmement mince, seulement environ 100 nanomètres d'épaisseur. Plus d'électrons traverseraient les parties plus minces de l'échantillon que les parties plus épaisses, créant une empreinte électronique de l'échantillon. Ensuite, une deuxième lentille électromagnétique agrandit cette empreinte sur un détecteur fluorescent, produisant l'image finale. Cela était connu sous le nom de microscope électronique à transmission, ou TEM. Les premières versions du microscope avaient un faible grossissement. En fait, ce n'était même pas mieux qu'un microscope optique.
mais Ruska était déterminé. Dans les années qui suivirent, il expérimenta l'ajout de lentilles sur le microscope pour obtenir des images de plus en plus grandes. Au milieu des années 30, Ruska avait dépassé les 10 000 fois d'agrandissement avec le microscope électronique à transmission. Il pouvait produire des gros plans d'insectes, de bactéries et même de virus à un niveau bien supérieur à celui du microscope optique. Mais juste au moment où le microscope électronique à transmission de Ruska décollait, un physicien allemand nommé Otto Scherzer publiait un article affirmant que le microscope allait se heurter à un mur. Il écrivait qu'un défaut totalement inévitable était présent dans la lentille électromagnétique. Pour qu'un électron atteigne le foyer de la lentille, il doit être dévié d'une certaine quantité. Si vous simplifiez sa trajectoire, vous pouvez définir cette déviation idéale avec cet angle θ. Cet angle dépend de la distance horizontale de l'électron par rapport à l'axe optique et de la distance le long de l'axe où se trouve le point focal, également connu sous le nom de distance focale. Une distance focale plus courte entraîne un grossissement plus important. L'angle représenté en fonction de la distance à l'axe optique peut être approximé comme étant linéaire. Le problème est que le champ magnétique ne varie pas linéairement. Il est bien plus fort près des bords de l'aimant. Donc, si vous tracez la courbe de la déviation réelle des électrons, vous verrez que le champ magnétique dévie excessivement les électrons plus loin. Leurs angles sont plus grands qu'ils ne devraient l'être, donc ils finissent par se concentrer avant les rayons au milieu. Et par conséquent, la mise au point est répartie le long de l'axe optique au lieu d'être concentrée en un seul point. Le flou commence autour des bords de l'image, mais il s'empire à mesure que le grossissement augmente. Cela s'appelle l'aberration sphérique et elle déforme chaque lentille magnétique radialement symétrique. En fait, cela n'affecte pas seulement les lentilles magnétiques. Chaque lentille sphérique, d'un appareil photo à un télescope en passant par une loupe, en souffre également. Mais il existe une manière étonnamment simple de minimiser l'aberration sphérique. Il suffit d'ajouter une seconde lentille, une qui diverge la lumière au lieu de la converger. Maintenant, une lentille divergente souffre également d'aberration sphérique. Mais si elle a la même quantité d'aberration que votre lentille convergente, mais à l'inverse, vous pouvez empiler les deux pour annuler leurs effets. Et cela élimine presque totalement les aberrations. Les systèmes de lentilles modernes des caméras et microscopes utilisent généralement des lentilles divergentes correctrices. Vous pourriez donc imaginer que le microscope électronique à transmission a simplement besoin de sa propre version d'une lentille sphérique divergente pour agrandir davantage. Mais avec des aimants, cela est physiquement impossible. Chaque aimant a deux pôles, un nord et un sud. Il est impossible d'en avoir juste un. Si vous divisez un aimant en deux, cela crée deux aimants plus petits, chacun avec un pôle nord et un pôle sud. Toutes les lignes de champ magnétique commencent à un pôle, se terminent à l'autre, formant une boucle fermée. C'est un résultat direct de la deuxième équation de Maxwell, car le champ que vous créez a des lignes de champ qui commencent et se terminent au même aimant. Donc, les électrons traverseront toujours deux lignes. La première fois qu'il passe par la force de Lorentz, il est amené dans le mouvement en spirale. Et puis, la deuxième fois à partir de ce mouvement en spirale, qui a alors une direction légèrement différente, il est poussé vers l'axe. C'est pourquoi toutes les lentilles électromagnétiques par défaut convergeront le faisceau et ne le divergeront jamais. Même si vous envoyez des électrons depuis l'autre côté de la lentille, ils seraient toujours focalisés. Otto Scherzer a prouvé cela dans un document en 1936 freinant les progrès sur le microscope électronique à transmission. Il est impossible de produire une lentille magnétique radialement symétrique qui diverge. C'était un grand obstacle au développement de la microscopie électronique, car les gens ont vu qu'ils pouvaient accélérer les électrons autant qu'ils le voulaient. La présence de l'aberration sphérique sera toujours un obstacle. Cet obstacle a considérablement ralenti les progrès dans la résolution du microscope. En 1955, un autre microscope a devancé le microscope électronique à transmission et a pris la première image généralement acceptée des atomes. Cela a été appelé le microscope ionique à effet de champ et il fonctionnait en tirant des atomes d'hélium ou de néon sur une pointe d'aiguille atomiquement aiguisée. La pointe était positivement chargée, donc lorsque les atomes de gaz frappèrent l'aiguille, ils étaient ionisés et étaient éjectés perpendiculairement à la surface. Et cela pouvait donner une idée de la structure atomique de la pointe.
Mais cette méthode était limitée. Vous ne perceviez la structure atomique que du bout de l'aiguille. Et les images n'étaient pas si impressionnantes. Heureusement, le microscope électronique de Ruska ne se limiterait pas indéfiniment aux insectes et bactéries. Malgré la limite d'aberration de Scherzer, les travaux sur le microscope électronique à transmission ont continué. Durant les 40 années suivantes, des scientifiques, notamment le physicien britannico-américain Albert Crew, ont tenté d'augmenter la résolution avec des solutions de contournement astucieuses. Son idée était de remplacer le filament de tungstène, qui émettait des électrons de manière aléatoire, par une source plus dirigée. Donc, au lieu de faire bouillir les électrons à la surface, il a tenté de les retirer avec un champ électrique plus puissant. Et en affinant le tungstène en une pointe fine, il a réussi à créer un faisceau étroit qui était plus de 1000 fois plus lumineux qu'avant. Il a associé son nouveau faisceau étroit à une technologie improbable. Le téléviseur à tube cathodique. Ces téléviseurs fonctionnaient en balayant un faisceau d'électrons sur un écran. L'écran, enduit de phosphore, s'illuminait sous l'impact d'électrons. Et en variant l'intensité du faisceau d'électrons, vous pouviez varier la luminosité de l'écran, vous donnant une image en noir et blanc. Crew a été inspiré pour concevoir un faisceau d'électrons similaire pour le microscope électronique à transmission qui balayerait l'échantillon nanoscopique. Au lieu de créer une empreinte de tout l'échantillon en une fois, le faisceau d'électrons de Crew a réalisé de plus petites empreintes, cartographiant l'échantillon peu à peu. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un essayait de réaliser une version de balayage du microscope électronique à transmission. Le chercheur allemand Manfred von Harden a construit un prototype préliminaire dans les années 30. Mais il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque Crew a repris la conception d'Harden, il a apporté plusieurs améliorations drastiques et en 1970, il avait ceci, la première image d'atomes individuels prise avec le microscope électronique. Les chercheurs ont vite adopté cette technologie, générant de nombreuses images d'atomes. Après près d'un siècle d'amélioration de Ruska, Crew et de nombreux autres, les améliorations de l'agrandissement du microscope électronique à transmission avaient atteint leur apogée. Mais le problème de Scherzer persistait. Les aberrations sphériques limitent strictement la taille minimale observable. Même Crew lui-même a abandonné l'idée de contourner cela après plus de 10 ans de travail. Malheureusement, nous n'avons jamais pu le faire fonctionner. Après plusieurs essais infructueux, nous avons dû admettre la défaite. À cette époque, d'autres microscopes capables d'imager des atomes sont apparus. Ces microscopes à sonde fonctionnent en glissant un minuscule stylet sur l'échantillon. Le stylet détecte les variations des effets quantiques ou des forces nanométriques pour cartographier la structure de surface de l'échantillon. Ces télescopes étaient plus simples à construire et n'étant pas équipés de lentilles, ils n'étaient pas restreints par l'aberration sphérique. Leurs images étaient même en 3D. Mais le problème persistant était que ces sondes ne voyaient pas vraiment les atomes. C'était plutôt comme ressentir les atomes. Tout au long des années 80 et 90, c'est tout ce que nous avions. Mais s'il y avait une autre façon, le théorème de Schurz a prouvé qu'une lentille radialement symétrique divergente n'est pas possible. Mais si vous êtes prêt à renoncer à cette symétrie, le théorème n'est plus applicable. Le problème, c'est que la symétrie radiale est sans doute la propriété la plus importante de toute lentille, car si vous brisez la symétrie, vous brisez également l'image. Mais 3 scientifiques mavericks pensaient qu'il pourrait y avoir une solution. Newt Urban, Max Heider et Harold Rose étaient connus comme des fauteurs de troubles dans la communauté du microscope électronique. Pendant des années, leurs recherches n'ont suscité que peu d'intérêt. Ou plus important, à le financer. Et pour une bonne raison aussi. Leur idée était un peu folle. Ils voulaient délibérément déformer l'image avec un objectif asymétrique. Ils espéraient qu'une petite partie de cette image déformée serait légèrement divergente. Et peut-être, juste peut-être, cette petite partie pourrait corriger l'aberration sphérique de l'objectif d'origine. Donc ils se sont mis au travail. Pour déformer l'image, ils ont utilisé un énorme nid d'électroaimants avec 6, 8, voire 10 bobines et aimants distincts avec des champs magnétiques ondulés. Ces aimants étaient appelés hexapôles, octapôles et décapôles.
Ainsi, lorsque le faisceau d'électrons passait à travers un hexapôle, il tordait et comprimait l'image 2D plate en une forme triangulaire et la circonférence du faisceau initial serait poussée vers les 3 coins, le reste de l'intérieur étant étiré. Mais maintenant, le milieu de l'image aurait une légère courbure concave donnant l'effet d'une petite divergence. Ensuite, Rose, Hader et Urban ont forcé le faisceau à travers un deuxième hexapôle, qui fonctionnait de manière opposée afin de redresser l'image déformée en une forme circulaire. Mais maintenant, ils ont calculé, cette nouvelle image pourrait toujours avoir les restes de cette petite divergence en son centre, avec l'aberration sphérique pointant dans la direction opposée. Donc, s'ils avaient parfaitement réussi leur calcul et leur ingénierie, ils pourraient faire passer une image avec une aberration sphérique à travers ces 2 lentilles pour contrebalancer presque totalement l'effet. Je suppose que beaucoup dans le domaine ont dû trouver cette idée folle lorsqu'elle a été proposée, non? Non seulement le concept, mais le fait que cela soit techniquement réalisable, je crois. On pensait que ce n'était pas possible. En mai 1997, le groupe n'avait plus que 2 mois de développement avant que leur dernier sponsor ne retire son soutien et pour aggraver les choses, leur dernière itération de lentille n'était encore qu'un projet sur le papier. Mais d'une manière ou d'une autre, le 23 juillet, soit une semaine avant la fin de leur financement, la nouvelle lentille était prête à être testée. Ils l'ont placée prudemment dans le microscope, mais comme chaque fois auparavant, la lentille était instable et a échoué. Ils ont donc décidé d'éteindre l'équipement pendant 24 heures pour stabiliser les aimants. Et puis à 2 heures du matin, le 24, ils l'ont rallumé. Et presque miraculeusement, l'image a commencé à se stabiliser. Soudain, il n'y avait plus d'aberration, seulement de belles images claires d'atomes. Après plus de 60 ans de tentatives infructueuses, Urban, Rose et Hader ont accompli l'impensable. Avec cette méthode, ils ont réduit la résolution du microscope électronique à transmission à seulement 0,13 nanomètres. Une image moyenne de microscopie électronique à transmission est passée de cela à ceci. Peu de temps après le succès de l'équipe, Knut Urban a partagé ses résultats lors d'une conférence de microscopie. Mais à cause de la réputation du groupe, il a été relégué dans une petite pièce à l'arrière à peine remarquée par quiconque. Cependant, rapidement, le bruit se répandit que ces images semblaient étonnamment réelles. Puis une foule de centaines de personnes s'est formée. Ils se sont alignés à l'extérieur dans l'espoir d'apercevoir leurs images étonnamment nettes. Donc nous allons obtenir un porte-échantillon. Nous sortons maintenant un porte-échantillon. Nous le mettons sous le microscope optique. Donc l'échantillon lui-même est une petite lamelle que vous ne pouvez pas voir sans le microscope optique. Ouais, regardez à travers ça. Magnifique. Une pointe sur plomb bleu B. Ouais, et tout en haut de ça, sur le côté gauche, on dirait un petit peu de poussière. C'est notre échantillon réel. D'accord, maintenant j'augmente simplement le grossissement et je fais quelques ajustements de base supplémentaires. Dans ce microscope électronique à transmission, les électrons traversent toujours l'échantillon. Ici, nous observons tout notre échantillon en même temps et c'est pourquoi il est si important que nous alignions l'échantillon. Imaginez que les atomes dans une direction de haute symétrie sont alignés tels des perles sur un fil. En regardant vers le bas, nous pouvons voir une image. Mais si nous sommes dans une direction aléatoire, tout serait simplement flou. C'est pourquoi nous devons faire une certaine inclinaison à la fin. C'est ici que commence l'échantillon réel de titanate de strontium, et c'est une région mince où nous espérons obtenir une révolution atomique. Donc c'est 5000 fois? Oui. Wow. Nous observons la présence de strontium, de titane, d'oxygène et de carbone, indiquant une probable contamination au carbone. Quand vous faites cette mise au point, qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Je cherche que ce bord devienne net. Voilà les atomes. Quoi? Juste comme ça. C'est fou.
Peu de temps après que le groupe a réussi à corriger les aberrations dans le microscope électronique à transmission, Andrei Krivonik a indépendamment réussi la même chose pour la version du microscope de Crew, le microscope électronique en transmission à balayage. Et en 2020, tous les quatre ont reçu le prestigieux prix Kavli en nanosciences pour avoir accompli ce que tant d'autres pensaient impossible. Grâce à leur persistance et à leur ingéniosité, voir des atomes comme ça est, normal. Quelle est l'importance de la correction d'aberration? Si vous voulez voir des atomes, et si vous voulez par exemple mesurer les distances interatomiques, et si vous voulez savoir quel type d'atome vous avez besoin de la correction d'aberration. Pour toute recherche en sciences des matériaux, en ingénierie des matériaux, en génie chimique, vous devez voir ce qui se passe au niveau atomique, car vous voulez relier les propriétés à la structure. Si vous ne voyez pas la structure atomique, vous n'avez que 50% de l'information. C'était un véritable changement. Aujourd'hui, chaque université a en principe besoin d'un tel microscope.